dont le cœur de métier est le merchandising et la personnalisation. Donc, notre transition existe depuis à peu près 5 ans et se compose d'une trentaine de consultants. Donc, nous allons aborder la présentation. La présentation va s'articuler autour de 3 sujets. Donc, on va introduire avec quelques chiffres. Ensuite, on va aborder différentes définitions, donc le multicanal, le cross-canal et l'omnicanal. En troisième point, on va parler des nouveaux comportements, usages et tendances. Ensuite, on va essayer d'expliquer si aujourd'hui les magasins et le web sont encore ennemis. On va pointer le doigt sur l'importance de la data pour mettre en place une stratégie cross-canal. Et on va terminer par les bonnes questions à se poser pour mettre en place une stratégie cross-canal. Donc, nous allons commencer par le premier point. Donc, c'est toujours bien de rappeler quelques chiffres. Donc, c'est vrai que aujourd'hui, les Français auront dépensé en 2015 plus de 64 milliards d'euros sur Internet, soit une hausse de 14%. La vente en magasin représente toujours une part importante, parce que ça représente quand même 90% du chiffre d'affaires du commerce de détail. Et le marché du M-commerce a doublé, donc est passé de 3,7 milliards d'euros à 7 milliards d'euros cette année. Ce qui est aussi bien de matérialiser au niveau des chiffres, c'est de voir aussi le comportement du consommateur avec ses différents canaux. Donc aujourd'hui, on constate qu'il y a à peu près 80% des consommateurs qui préparent leur achat en ligne. Il y a 70% des visites en ligne qui se convertissent en visites en magasin. Il y a 59% qui utilisent leur smartphone en magasin. Il y a 35% des clients web qui souhaitent être livrés en magasin. Donc, on constate par rapport à ces chiffres que le consommateur navigue aujourd'hui avec les différents canaux, donc que ce soit au niveau des canaux digitaux, les canaux physiques, et donc il fait très rapidement le lien entre ces canaux-là. Donc, le client a changé son mode de consommation et de communication. Donc, il va, par exemple, utiliser les réseaux sociaux, se connecter sur un site e-commerce via son mobile, il va aller en magasin ou même appeler votre conseillère téléphonique pour avoir des renseignements sur tel ou tel produit ou tel service. Donc, on constate vraiment une omniprésence du consommateur qui est d'autant plus hyper connecté et qui va, avec tout ce qu'on lui donne comme masse d'informations, tous les accès avec ces différents canaux, amène à un consommateur qui est impatient, qui est volatile et compulsif parce qu'il veut tout de suite. Donc, avec ces canaux-là, ce qu'on note, c'est que le parcours d'achat se complexifie. Donc, ça c'est une chose. De plus, le M-commerce gagne des parts de marché et les magasins physiques ont encore une place très importante. Donc, l'augmentation du M-commerce, l'importance des magasins, encore le point important des magasins physiques dans le commerce de détail, font que c'est une bonne raison de s'intéresser au cross-canal. Donc, la question qu'on peut se poser, et c'est une question qui va être un peu le fil conducteur de cette présentation, c'est face à ces nouveaux usages et exigences du consommateur, comment une marque peut-elle mettre en place une stratégie cross-canal efficace? Donc, nous allons arriver au point 2. Donc, le point 2 est un point, effectivement, on va repartir sur les définitions, mais c'est toujours bien de remettre un peu à plat ce que veut dire multicanal, cross-canal et omnicanal. Donc, effectivement, ces termes-là sont des termes qu'on entend régulièrement, qui sont parfois compris, parfois pas compris, mais pourtant, c'est des notions marketing que tout commerçant ou e-commerçant devrait connaître. Et ça se trouve, les personnes qui m'écoutent aujourd'hui, certains d'entre vous pratiquent déjà l'une de ces stratégies marketing. Donc, on va commencer par le multicanal. Alors, le multicanal s'appuie sur le terme multi, donc qui signifie plusieurs. Donc, pour faire simple, c'est une stratégie multicanal va reposer sur la multiplication des canaux de vente qui sont mis à distribution du consommateur. Donc, ça veut dire que le consommateur va choisir d'acheter un produit sur un site marchand ou tout simplement de se rendre en magasin pour acheter un produit.
Donc, c'est vraiment devenu la base d'une stratégie digitale. Donc, ça permet pour les marques d'augmenter le nombre de ventes ou de gagner en visibilité. On a des exemples. On a par exemple Emmaüs, qui, dans le monde associatif, Emmaüs a pas mal de points de vente physiques et en octobre va ouvrir son site e-commerce. Donc, ce qui va permettre à leurs clients, aux futurs clients, de choisir entre je préfère le canal de vente physique ou bien je préfère aller sur Emmaüs, le site e-commerce, et acheter un produit. Nous avons aussi le cas, par exemple, de Pro Vacances, donc ancien pure player, qui ouvre des points de vente physiques. Donc, ça permet du coup de toucher notre cible et de mettre à disposition un nouveau canal de vente. Donc le cross-canal, ça va fluidifier le parcours client. Donc c'est une étape logique du multicanal. Donc le cross-canal, l'idée derrière, c'est qu'un canal va profiter de l'avantage de l'autre canal. Par exemple, un consommateur va démarrer sa recherche sur Internet et va finir son achat en magasin. Donc, l'avantage par rapport à ça, c'est que le consommateur va dire j'ai besoin d'aller sur Internet pour rechercher un produit, pour avoir des informations, mais pour une raison de gain de temps, je préfère aller en magasin, acheter mon produit et repartir avec tout de suite. Donc, le cross-canal va vraiment permettre d'améliorer l'expérience client et de fluidifier son parcours. Nous avons l'exemple de Leroy Merlin, mais voilà, il y a aussi d'autres enseignes qui pratiquent le click and collect, qui permet aux consommateurs d'acheter le produit en ligne et après de se rendre en magasin pour récupérer sa marchandise. Et le gain de temps se lit très bien chez Leroy Merlin parce que ils mettent à disposition le produit sous 2 heures après achat. Nous avons aussi le cas du magasin de pareil eux-mêmes. Donc là, elle est sur de la e-réservation, donc qui permet à un consommateur tout simplement de réserver des produits en ligne, de se rendre en magasin, de pouvoir les essayer, le toucher et après de terminer son acte d'achat directement en magasin. Alors, l'omnicanal, là, on est sur une expérience. Alors, ça exige une expérience fluide et sans rupture. Alors, qu'est-ce que ça va rajouter en plus à cette notion de cross-canal? C'est qu'on va avoir cette notion de simultanéité. Donc, aujourd'hui, l'omnicanal, ce qu'il va faire, c'est qu'il va puiser dans les forces du digital et des points de vente. Et ce qui va permettre, en gros, donc tous les canaux vont communiquer entre eux. Et du coup, le consommateur va pouvoir, de manière fluide et sans rupture, aller sur son téléphone, rechercher des informations, se rendre en magasin, parce que quand on est en magasin, de plus en plus, on a nos téléphones dans la main et on cherche des produits, on cherche des informations complémentaires. Donc, l'omnicanal, du coup, va offrir au consommateur le fait de pouvoir accéder à des informations, peu importe le canal qu'il va utiliser. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, tout le monde le fait plus ou moins. Hein. Quand on est chez nous, on regarde la télé, en même temps on est sur tablette. Quand on est en magasin, comme je le disais tout à l'heure, on va chiner, on va chercher un produit, et en même temps on va sortir son téléphone pour avoir les informations complémentaires. Donc au final, ce qui va se passer, c'est que le canal pour les enseignes, c'est le consommateur, et le consommateur va faire en sorte de mettre à disposition différents canaux. Et du coup, de permettre à ce consommateur-là d'avoir accès à des informations qui est fluide et sans rupture. Ainsi, le client, lui, ce qu'il va percevoir dans l'omnicanalité, c'est un moyen vraiment d'accéder à l'ensemble des informations sur un produit. Donc, peu importe où il se trouve, à n'importe quel moment, sur n'importe quel canal. Et l'importance de la data dans une stratégie omnicanal est très importante, mais ça, du coup, on l'abordera un peu plus tard. On a comme exemple, par exemple, le cas de Burberry. Donc, Burberry, à Londres, ils ont ouvert leur flagship. Donc, c'est un grand magasin où on va découvrir 100 écrans. Donc, ces 100 écrans vont diffuser des vidéos qui sont dédiées aux vêtements. Ce qu'ils mettent aussi à disposition, ce sont des miroirs interactifs. Donc, ça veut dire qu'un consommateur peut récupérer un produit qui se trouve dans le magasin
grâce à une puce NFC, va présenter en fait ce produit directement sur ce miroir interactif. Et du coup, le miroir va mettre en avant ce produit-là et va pousser aussi des produits complémentaires. Donc là, on est vraiment dans une communication entre les canaux, fluide et sans rupture. C'est-à-dire que le consommateur a accès à une information tout de suite, en temps réel, via un autre canal. On va aussi avoir des vendeurs qui vont être équipés de tablettes, ce qui va permettre déjà de se connecter à l'historique d'achat du client, de voir ses habitudes de consommation, le type de canal qu'il préfère, et aussi de lui pousser des offres personnalisées. On va voir aussi l'exemple de Spartoo. Donc Spartoo a lancé en 2015 sa première boutique connectée. Donc effectivement, Spartoo, on sait très bien, c'est un site qui a énormément de références. Dans cette boutique-là, du coup, ils vont exposer un minimum de références et ils vont mettre à disposition des bornes qui vont permettre aux clients de se connecter et du coup de découvrir le reste de la gamme que propose Spartoo sur son site. Et les clients vont pouvoir aussi acheter des produits directement sur cette borne en magasin. Ils vont aussi afficher sur les produits des QR codes. Donc, le consommateur, avec son téléphone, va pouvoir scanner ce QR code et avoir accès à plus d'informations sur les produits. Donc, si je peux donner quelques chiffres, Spartoo a réalisé sur cette année d'ouverture 450 000 € de chiffre d'affaires. Il faut savoir aussi que le click and collect représente 30% du flux en magasin, ce qui est un chiffre qui n'est pas négligeable, pardon. Et plus de 10% des commandes dans le magasin sont réalisées à travers les bornes. Donc, pour synthétiser, donc multicanal, donc c'est des points de contact qui agissent indépendamment les uns des autres. Cross-canal, les points de contact sont intégrés au parcours client. Et l'omnicanal, c'est une synergie entre les points de contact optimisés les uns par rapport aux autres. On va aborder le troisième point qui sont les nouveaux comportements, usages et tendances. Donc, ce qu'il faut noter, c'est qu'en 2015, donc ce que je disais tout à l'heure, donc le marché du commerce a doublé, passant de 3,7 milliards d'euros à 7 milliards d'euros. Donc, on a bien identifié tout à l'heure que le e-commerce doit être cross-canal pour différentes raisons, parce qu'on peut commencer au travail durant la pause midi sur un PC fixe, on continue sur sa tablette dans le métro et on termine en magasin sur mobile. Donc ça, ce sont des comportements qui existent aujourd'hui. Moi, je pratique aussi ce type de comportement. Et du coup, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va définir les différents types de comportements qui ont un impact sur une stratégie cross-canal. Donc, les 4 types de comportements qu'on va définir, c'est Atawad, Solomo, Roko, Showrooming. Ce qu'il faut savoir, c'est que 46% des Français estiment que le mobile a changé leur façon d'acheter en magasin. Et forcément, le mobile a un impact important sur ces nouveaux comportements. On va commencer par le repos. Alors, le repos, pour faire simple, c'est un peu, je commence par comparer, par faire des recherches en ligne, et après, je préfère acheter en magasin. Donc, le repos va pouvoir comparer les prix, par exemple, chercher des caractéristiques sur un produit, consulter les avis des consommateurs. Et ce type de comportement décrit vraiment un processus d'achat cross-canal qui va allier le web et les magasins physiques. Un comportement qui est à l'opposé du showroom, qu'on définira juste après. Quelques chiffres intéressants sur le comportement repos. Il se passe en moyenne 7,5 jours entre le début des recherches et l'achat en boutique. Donc, c'est-à-dire que le consommateur prend le temps de rechercher la bonne information sur un produit avant de se rendre en magasin. Il y a environ 31% des dernières recherches avant le déplacement sur le point de vente qui sont effectuées sur mobile. Donc, le code mobile est important. Et le comportement repos, c'est l'un des comportements qui est le plus utilisé. C'est à peu près 80% des Français qui pratiquent le repos. Il y a différents profils de comportement repos. Donc, on va avoir, il y en a 5. On va avoir le repos coup de cœur. Donc, pour le repos coup de cœur, quel est l'enjeu pour la marque derrière? C'est le séduire. Donc, c'est-à-dire que sur le site, on doit déjà séduire le consommateur pour lui donner envie de venir en magasin pour finaliser son achat. On a le repos idée fixe. Donc, ce repos-là, ce qu'il souhaite, c'est satisfaire une disponibilité. Donc, effectivement, il va aller sur Internet, il va chercher des informations. Donc, l'enjeu pour l'enseigne derrière, c'est vraiment de
de permettre à ce consommateur de localiser le magasin le plus proche de chez lui et de lui donner la bonne information. Est-ce que ce produit est disponible dans mon magasin? Avoir le repos expérience, que lui, il va satisfaire un besoin d'essayer le produit, de se l'approprier. Donc là, c'est important parce qu'il ne veut pas se tromper. Donc, l'enjeu dans ce cas-là, c'est d'avoir des avis positifs sur un produit, d'avoir des produits qui sont recommandés par les autres clients ou les amis des clients pour l'inciter à venir au magasin et terminer son acte d'achat. On va avoir le repos réassurance. Lui, il va satisfaire un besoin de voir, de toucher le produit. Voilà. Donc, la marque doit faire en sorte de présenter un maximum le produit sous différents angles pour ensuite permettre au consommateur de venir terminer son achat en magasin. Et le repos SOS. Alors là, ce repos-là, ce qu'il veut, c'est satisfaire une urgence. Donc lui, il veut localiser rapidement le magasin et se dire en 2 secondes, je peux avoir le produit parce que je suis à côté de chez moi et qu'il est disponible. Donc le showrooming. Donc le showrooming, c'est le contraire du repos. Donc le showrooming, donc il vient du terme showroom, ce qui désigne le fait d'utiliser le magasin comme simple vitrine et ensuite de se rendre au magasin parce qu'il a besoin de l'essayer, de tester, de toucher et après d'aller sur Internet pour acheter le produit. Donc il y a différentes motivations qui incitent un comportement showrooming à dire effectivement je veux toucher en magasin, mais je préfère finaliser mon achat en ligne. Alors ces différentes raisons, c'est que il y a le meilleur prix. Effectivement, je préfère rentrer chez moi, comparer les prix et acheter le produit au meilleur prix. Il y a la file d'attente. En achetant en ligne, j'ai pas besoin de faire la queue en caisse. Et l'indisponibilité du personnel. Le personnel n'est pas forcément toujours disponible. Donc du coup, je préfère rechercher mes informations en ligne, il y aura les recommandations des clients et ensuite acheter en ligne. Donc, quel est l'enjeu pour les marques derrière face à un comportement showroom? Donc, ce qui est important, c'est qu'une marque doit pouvoir enrichir l'expérience au magasin avec des nouveaux services. Il est aussi important de former et d'équiper les vendeurs. Par exemple, on dit souvent que le client a parfois plus d'informations que le vendeur. Donc, l'important de mettre à disposition aux vendeurs un maximum d'outils qui leur permettraient d'être à niveau au niveau des informations d'un produit. De mettre en place une stratégie de prix homogène, donc entre les prix sur le site et les prix en magasin, et de digitaliser l'offre magasin. Donc, le fait de digitaliser l'offre magasin va vraiment apporter une complémentarité avec les offres disponibles sur Internet. Donc, il existe différents types de dispositifs pour répondre à ce comportement showrooming, des vendeurs équipés de tablettes. Un vendeur équipé de tablettes en magasin va permettre vraiment d'apporter une expérience client en plus. C'est-à-dire qu'il y a le client qui va venir, qui va se renseigner sur un produit. Avec la tablette, le vendeur peut, en lui demandant son identifiant, par exemple, avoir tout l'historique d'achat de cette cliente. Il peut même, pourquoi pas, dans sa tablette, avoir accès à l'ensemble du catalogue de l'enseigne qu'on propose sur le site. Il peut dire à la cliente, OK, qu'est-ce que vous recherchez comme produit? Donc, il va jouer avec des facettes, des tris, etc. Il va affiner vraiment le besoin de la cliente et pourquoi pas la tablette aussi de mettre en avant des produits complémentaires pour lui permettre de faire de la vente additionnelle au magasin. On a aussi tout ce qui est dispositif avec des étiquettes interactives. Donc, en gros, ce sont des vêtements qui sont équipés d'étiquettes avec un QR code. La cliente va pouvoir flasher ce QR code et avoir des informations complémentaires. Parce que dans le comportement du showrooming, quand il vient et qu'il essaie un produit et qu'il n'a pas les informations nécessaires, il va se dire je vais rentrer chez moi tranquillement, sur mon canapé, avec mon téléphone, je vais chercher d'autres informations complémentaires. Donc, autant garder ce consommateur directement au magasin et lui dire, écoutez, nous, avec ce QR code, directement sur place et votre téléphone, on vous apporte des informations complémentaires. Vous pouvez terminer avec un vendeur et terminer votre acte d'achat directement au magasin. Ensuite, nous avons les bornes pour acheter directement au magasin. Effectivement, on a noté que le comportement showrooming préfère acheter en ligne pour éviter les vendeurs indisponibles ou les files d'attente. Donc là, typiquement, en mettant en place des bornes interactives, ça va nous permettre d'avoir le choix entre j'attends ou non, directement avec la borne, je préfère acheter, j'ai pas de queue et puis c'est plus rapide. Le troisième comportement, ça va être le comportement solo.
Donc, le comportement Solomo, c'est vraiment la convergence des réseaux sociaux, de la géolocalisation et du mobile. Donc, l'enjeu pour les marques, c'est d'utiliser le support du mobile, de proposer des offres géolocalisées en fonction de la position du consommateur et de profiter du réseau social pour inciter au partage, à la recommandation. Et donc, le Solomo, comme c'est une contraction sociale, donc pour le côté partage, réseautage, donc les marques derrière doivent vraiment inciter au partage et à la conversation, doivent pousser les internautes euh, à diffuser des offres, à diffuser des produits, etc., à les partager avec leurs amis local. Donc, on est vraiment sur une personnalisation de la communication et du marketing. Et le mobile, c'est l'exploitation de ce support-là pour permettre le social et le local. Donc, un exemple de comportement Solomo, donc souvent quand on rentre chez nous, on prend les clés de notre boîte aux lettres, on prend toutes les pubs qu'on a reçues, mais ces pubs-là, finalement, on les regarde quand même. Donc, on est assis sur le canapé, on ouvre un magazine, et là, il y a une pub qui nous interpelle, avec un QR code. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va scanner ce QR code, et ce qu'on va avoir sur ce QR code va nous inviter à télécharger une application mobile de la marque. Donc là, on se dit pourquoi pas, ça peut être intéressant. Donc, toutes les informations qu'on va enregistrer en temps réel vont enrichir la base de données de cette marque. Quelques jours plus tard, nous, on a oublié qu'on avait fait cette manip-là. On va se retrouver, quelques jours plus tard, du coup, le magasin va nous pousser une notification via cette application qui va nous informer qu'il y a une offre disponible dans ce magasin pour nous. Donc, du coup, va s'afficher sur mon application un QR code qui va contenir la promotion, plus l'itinéraire pour se rendre dans le magasin. Donc, bien sûr, ce magasin, c'est un magasin qui est plus proche de ma position. Donc, pourquoi pas? Donc, on va s'y rendre, on va acheter un produit et quelques jours plus tard ou quelques heures plus tard même, on va recevoir un email qui va tout simplement me demander de donner mon avis et de le partager avec mes amis. Donc là, typiquement, cet exemple, c'est un exemple de nouveaux comportements sur le web. Le Solomo, ça a été aussi appliqué, donc l'un des premiers, par Starbucks et Foursquare. Donc là, l'idée de Starbucks, c'était de permettre à leurs clients de se positionner. Et du coup, chaque client qui disait, alors je me trouve dans ce Starbucks-là, fait qu'il gagnait des systèmes de badge, on connaît tous Foursquare, qui leur permettent d'atteindre un certain niveau. Donc, et dès qu'on a atteint le niveau de Bayor, on recevait une offre de fidélité. Le dernier comportement, c'est le comportement ATAWAD. Donc, le comportement ATAWAD, c'est la contraction de Anytime, Anywhere, Any Device. Donc là, l'idée, c'est vraiment de permettre aux consommateurs d'avoir accès à votre site, à vos informations, n'importe quand, quel que soit le lieu, quel que soit le moment, et sur n'importe quel support terminal. Donc, c'est vrai que il y a certaines marques qui, par exemple, mettent leur site en responsive. Du coup, le responsive design va permettre tout simplement aux consommateurs, peu importe le support qu'ils utilisent, d'avoir accès au site de l'entreprise et de manière sans rupture, avec une très bonne ergonomie et accès à toutes les informations. Alors, on s'attelle sur ce chapitre-là. Je vais citer une phrase que j'ai pu lire. C'est avant de penser aux bandes interactives, aux tablettes tactiles ou aux écrans géants, il faut déjà commencer par leur offrir simplement la connexion Wi-Fi. Donc ça, c'est important. Sans connexion Wi-Fi, c'est difficile de tendre vers des magasins connectés, d'équiper des vendeurs, etc. Parce qu'il faut que le parcours soit fluide et la connexion Wi-Fi et c'est le commencement. Le quatrième point qu'on va aborder, c'est magasins et web encore et mieux. Donc, je vais rappeler ce chiffre. C'est 70% des visites en ligne se convertissent en visites en magasin. Donc, le magasin est toujours vivant. Donc, ça on a vu tout à l'heure, 90% du commerce détail au global. Et pour le consommateur, au final, qui bascule du site e-commerce, qui viennent en magasin, lui, fait pas de différence dans son parcours d'achat. Du coup, ce qu'il désire, lui, avant tout, c'est l'expérience fluide,
et efficace. C'est vrai qu'au sein même des entreprises, e-commerce et point de vente, on entend vécu séparément. Aujourd'hui, il est important de collaborer ensemble pour mieux servir ce client. Hein, on a bien vu le comportement, le parcours se complexifie parce qu'il y a plein de canaux qui sont à disposition. Du coup, il faut vraiment fluidifier l'expérience globale et enrichir le service, car au final, que ce soit le site ou le magasin, le client qu'on sert à la fin, c'est le même client. Le web to store ou le store to web, ça a l'avantage de pouvoir pallier les freins liés à l'achat sur Internet. Donc ça, c'est le web to store qui va pallier les freins liés à l'achat sur Internet. Par exemple, tout ce qui est frais de livraison, parfois élevés pour certains consommateurs, les délais de livraison, parfois longs, des produits non livrés ou des petits couacs dans le délai de livraison, un manque de réassurance dans tout ce qui est sécurité des moyens de paiement et l'impossibilité de toucher ou d'essayer le produit. Il existe différents dispositifs de Web to Store. On va trouver ce qui est Store Locator. Donc, le Store Locator, c'est un service permettant de localiser un point de vente physique. Donc, ce type de service, il est très souvent utilisé en situation de mobilité. Donc, ça, du coup, c'est important à prendre en compte. Hein. C'est tout service qu'on met en place. Il faut qu'il puisse être utilisable sur mobile. On va avoir des services comme les réservations de click and collect, qu'on a pu aborder tout à l'heure, ou aussi le Product Locator. Le Product Locator, c'est pouvoir visualiser quels sont les points de vente physiques au sein duquel je vais retrouver ce produit, au sein duquel ce produit est disponible. Un exemple de page Store Locator, on va avoir la page SFR. C'est un exemple que j'aime bien, que je trouve bien construit, parce qu'il va ajouter au-delà des informations, ouverture du magasin, adresse, numéro de téléphone, etc. Ils vont mettre en avant l'affluence. Donc ça veut dire que le consommateur peut connaître l'affluence du magasin et du coup se dire je vais me déplacer durant ces heures de creux parce que là il y aura moins de monde. Cette page aussi, Store Locator, va intégrer les produits. Donc, c'est pas juste je mets en avant les familles de produits qu'on va retrouver dans ce magasin. C'est vraiment l'ensemble des produits qui sont disponibles dans ce magasin. Et il y a même un bouton qui permet d'acheter les produits via cette page Store Locator. Donc, au lieu de se rendre sur le site SFR, de consulter l'ensemble des produits à disposition, d'utiliser les tri et les facettes, le consommateur, ce qu'il va faire, c'est je sais où j'habite. Voilà. Je veux savoir quel SFR est à proximité de mon lieu d'habitation ou à proximité de mon lieu de travail. Et en allant directement sur cette page-là, je vais savoir quel produit est disponible dans ce magasin pour m'y rendre. On va avoir aussi le click and collect. Donc, le click and collect, il faut savoir que dans le secteur de l'habillement, c'est à peu près 30% des commandes qui sont en click and collect. Donc, on va avoir 4 dispositifs de click and collect. On va avoir l'hyperlocal. Price Minister, aujourd'hui, permet à ses consommateurs de choisir un produit, mais aussi un produit disponible autour de sa position. Donc, il est plus obligé d'attendre qu'on lui livre le produit à domicile ou à son lieu de travail au bout de 2 jours. Il va dire, OK, moi, je veux ce produit-là, mais je veux aller le chercher moi-même directement auprès du particulier qui se trouve à côté de ma localisation. On va avoir le dispositif Upstore, comme on peut avoir avec Chronodrive, en casier, comme peut faire Darty ou Decathlon, et le dispositif personnalisé que fait Galeries Lafayette. Donc, c'est un peu le click and collect, entre guillemets, on va dire, de luxe. C'est vraiment pour les clients qui n'ont pas envie d'être dans la foule du magasin de Galeries Lafayette. Ils vont mettre à disposition un espace dédié. La cliente d'avenir va récupérer le produit qu'elle a acheté en ligne et va pouvoir dire je vais l'essayer. Donc, il y a des cabines d'essayage qui sont à disposition. Donc, elle va l'essayer. Elle va se faire conseiller par un vendeur dédié sur place dans ce service click and collect. Et il y a même un service de retouche des produits. Et si elle ne veut pas, elle se fait rembourser directement. Là, c'est des exemples de dispositifs Store to Web. Donc, il y a Sephora qui a ouvert aussi son magasin connecté. Donc, ici, dans ce dispositif dans ces magasins connectés, l'offre est réduite. Donc, c'est un petit Sephora.
Mais par contre, les clients ont accès à l'ensemble du catalogue via une borne interactive. Ils peuvent commander aussi le produit directement si le produit ne se trouve pas sur le point de vente. Donc, il y a une extension du stock qui se fait via ces écrans. On va aussi avoir des écrans qui sont installés en haut des murs et qui diffusent des vidéos, comme on a pu voir au site Burberry. Et chez Sephora, il y a toujours ces petits échantillons, ces petits produits qu'on peut tester. Pour avoir plus d'informations sur ce produit-là, ce qu'on peut faire, c'est prendre le produit, on le pose sur le petit socle à côté de la tablette, et en le posant, on a accès à sa fiche produit et aux informations autour du produit. Donc, en plus de le tester, au moins, on a des informations complémentaires. Donc, en synthèse, ce qu'on peut dire sur ces nouveaux comportements, sur le cross-canal, multicanal, omnicanal, donc les comportements des clients changent. Il y a des nouveaux usages et comportements qui apparaissent. Les frontières entre physique et magasin sont de plus en plus poreuses. On va vers une digitalisation des magasins et quoi qu'il se passe, là, c'est important, le client est au cœur du dispositif. Donc, avant d'aller plus loin dans ce type d'action, la clé aussi, c'est la connaissance client et donc c'est la data. Donc, l'importance de la data. Donc, on a pu voir hein, le parcours client a profondément changé et se complexifie avec tous ces canaux. Les données offline et online sont aujourd'hui indissociables hein, pour mieux connaître un consommateur. Donc, il est nécessaire d'accompagner et de suivre ce consommateur durant tout son parcours d'achat, donc soit avant, pendant et après. Donc, les marques doivent pour cela collecter et croiser l'ensemble de ces données pour les unifier, mais autour d'un consommateur, donc autour d'un identifiant unique, pour mieux le caractériser, pour mieux le comprendre et derrière lui pousser des communications pertinentes. Donc, qu'est-ce qu'on entend par données offline? Donc, les données offline sont des données nominatives ou encore, voilà, des données vraiment nominatives hein, généralement. Donc, on va avoir tout ce qui est les sources, ça va être tout ce qui est courrier, les points de vente, télémarketing, télévente, et aussi le CRM de l'annonceur avec son système de carte de fidélité. En données online, ce sont des données qui sont issues de l'utilisation des médias numériques. Donc, par exemple, quand on reçoit une news, on va cliquer sur tel lien, voilà, et ça nous emmène. Donc, tous ces liens cliqués sur un email, on aura les données de navigation qu'on va retrouver, qui vont remonter dans Google Analytics, par exemple, pour un mot comme nourriture, et tout le parcours de navigation du site. Donc, je suis arrivée sur la HP, j'ai vu telle page liste, etc., etc. Donc, l'enjeu de demain, c'est d'avoir une meilleure connaissance des prospects et des clients, c'est de pouvoir personnaliser les contenus et cela toujours en adéquation avec son profil, avec ses préférences. C'est de pouvoir recibler en adressant les personnes qui ont montré un intérêt, une appétence pour un produit. C'est de proposer la meilleure offre au meilleur moment et à la bonne audience. Et pour pouvoir faire tout ça, il faut que ces données-là qu'on va collecter et faire cohabiter puissent permettre à la marque d'avoir une vision 360 du parcours client d'un consommateur. Alors, le CRM, effectivement, chaque enseigne chaque marque a son CRM, mais aujourd'hui, le CRM ne suffit pas. Alors, il ne suffit pas pour pouvoir mettre en place ce type d'action, ce type de marketing efficace et personnalisé. Donc, le cœur même de pouvoir avoir cette vision 360, on va avoir des techniques comme la DMP qui va vraiment résider dans la collecte de l'ensemble de ces données, donc et va faire en sorte de les va faire en sorte de créer de les unifier. Donc la notion client identifié du CRM au visiteur unique, donc la DMP c'est ça, c'est mon CRM, mes visiteurs anonymes, hop, on va les regrouper, on va en faire un identifiant unique, ce qui va nous permettre d'avoir une vision 360. Alors la DMP c'est pour qui? Alors la DMP c'est pour des enseignes qui pratiquent des parcours cross-canaux, qui ont envie de tendre
vers cette stratégie-là. Pour les enseignes qui ont des données qui sont non centralisées et que c'est important aujourd'hui de les regrouper pour avoir une vision 360, et aussi, ou sinon pour améliorer les performances et la personnalisation des campagnes. Alors, l'enjeu derrière de la DMP, c'est vrai qu'en disposant de toutes ces données sur le client, donc les équipes marketing vont mieux le caractériser et vont optimiser des actions de communication, donc qui vont être pertinentes, qui vont être opportunistes dans le parcours d'achat du client. Donc, l'exploitation de l'ensemble de ces données cross-canal, permet ainsi de développer un marketing et un relationnel assez fort. En prenant en compte les spécificités du client. Donc, on va prendre en compte ses habitudes d'achat, l'historique d'achat, le type de canaux qu'il utilise. Et donc, on va vraiment enrichir l'ensemble de ces informations autour d'un client. Donc, la DMP, c'est le CRM, donc c'est les infos de la DMP, et au centre, c'est l'identifiant unique, mais cet identifiant unique, c'est votre consommateur. Donc, qu'ils viennent de votre site internet, qu'ils viennent d'une application mobile, qu'ils viennent en magasin physique, on va pouvoir tout regrouper et identifier un seul client. Alors, c'est important, bon, il y a des points d'alerte et des points de vigilance. La qualité des données, effectivement, ce qui est important, c'est qu'il faut faire attention à la qualité des données et la manière dont elles sont collectées. Collectées, transformées, interprétées. Les cookies, donc c'est un identifiant de référence pour la DMP. La DMP va aussi intégrer dans sa collecte de données les informations des cookies. Donc les cookies ne permettent pas de mettre en place un suivi cross-device car ils se partagent pas entre appareils. Donc les fournisseurs de solutions DMP sur lesquels vous allez vous positionner ou quand il faudra les sélectionner, ils doivent vraiment faire attention pour trouver le bon moyen de faire le pont entre ces différents devices. Et puis un cookie, il a une durée limitée parce que soit il est effacé par l'ordinateur, soit à l'initiative de l'internaute. La vie privée aussi est importante à prendre en compte. Il est important que chaque fournisseur de solutions DMP propose des technologies capables de centraliser l'ensemble de ces informations, mais tout en respectant la vie privée de l'internaute. Donc la DMP, c'est vraiment une opportunité marketing. Donc elle va apporter une valeur ajoutée à la relation client que vous allez tisser et personnaliser avec vos clients. Et ça donne le moyen aux marketeurs de toucher au plus près leurs prospects ou leurs clients. Donc, il y a des bonnes questions à se poser. C'est important de conclure par les bonnes questions à se poser si demain on veut faire du cross-canal ou si demain on veut faire si on veut aller jusqu'à l'omnicanal. Donc déjà, il faut se poser la question, c'est quoi les forces et les faiblesses et les spécificités de mon enseigne? Quels sont les objectifs stratégiques dont vont découler les actions cross ou omnicanal? Quelle est la répartition du chiffre d'affaires que je vais attribuer entre mes différents canaux? Comment je vais fusionner demain les différentes sources de données online et offline? Donc on a parlé de la DMP par exemple. Comment je vais passer d'une organisation en silo, qui a toujours fonctionné comme ça, à une organisation collaborative. Il faut créer des ponts sans cesse entre les différents services, entre les systèmes d'information. Quel programme de formation je vais mettre en place à la fois pour l'interne, mais aussi pour les vendeurs? Et est-ce que je suis prêt à digitaliser mes points de vente physiques? Est-ce que, en termes d'équipement, est-ce que, en termes d'organisation structurelle, je suis prêt à mettre en place ce type de dispositif pour tendre vers une stratégie cross, voire omnicanal? Donc là, la présentation est terminée. Il nous reste 5 minutes si vous avez des questions. Donc, si vous n'en avez pas, de toute manière, le support il sera disponible. Là, vous avez l'adresse email sur laquelle vous pouvez nous contacter, webinar@transition.com. Donc, je vous souhaite de passer une bonne journée et bon week-end. Au revoir.